Madame Gisèle Duteuil, c'est un honneur de vous voir. Merci. Bienvenue à Tribune Libre. Nous sommes au Clubhouse au Vallon et nous allons ensemble échanger de sujets très importants relatifs à l'économie, à la liberté économique et ce sera certainement très enrichissant. Est-ce que je peux m'asseoir? Bien sûr. Merci infiniment. Madame Gisèle Duteuil, bienvenue à Tribune Libre. C'est une belle opportunité que nous avons de vous recevoir sur ce plateau. On a envie de savoir, à part votre nom, qui est Gisèle Duteuil? Merci beaucoup Yannick de nous accueillir et merci à la Fondation Friedrich Naumann pour cette initiative de vidéo pour partager des idées ensemble. Donc vous l'avez dit, je m'appelle Gisèle Duteuil. Il y aurait plein de choses à dire, mais je pense que ce qui intéresse les gens qui vont nous écouter, c'est peut-être que je vis en Côte d'Ivoire depuis un petit peu plus de 17 ans. Et j'ai créé avec un groupe d'amis il y a une dizaine d'années un think tank, c'est-à-dire un groupe qui est dédié à la réflexion, qui s'appelle Audace Institut Afrique. Et pourquoi avons-nous créé cette organisation? C'est tout simplement parce que nous pensons que les idées comptent beaucoup et peuvent changer l'Afrique et peuvent orienter la jeunesse. Et c'est vraiment dans cette optique que nous avons créé Audace Institut Afrique. Je m'y consacre, je vais dire 5 jours sur 7, voire plus, avec énormément de passion et de plaisir. D'accord. Alors, Gisèle, vous qui avez l'opportunité de voyager, de parcourir l'Afrique et la Côte d'Ivoire dans le cadre professionnel, dites-nous s'il y a vraiment raison d'espérer en un avenir meilleur pour les populations africaines. Ben, je vais vous dire un grand oui, mais avec un mais à côté. Un oui parce que je crois que l'Afrique et la jeunesse a tout le potentiel d'avancer et puis de se développer, mais le grand mais, c'est à une condition, c'est qu'il faudrait que, en Afrique en général, je ne parle pas d'un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est incluse aussi dans mon analyse, mais l'idée c'est vraiment que la jeunesse qui est l'avenir de ce continent puisse réfléchir différemment. Parce que si vous posez la question à un jeune dans la rue, vous lui posez un problème sur le chômage ou sur un autre problème de société et que vous lui dites « mais comment on peut changer les choses ?» Lui va dire « il faut que l'État fasse, il faut que l'État fasse ». Et en fait, si vraiment la jeunesse continue à dire « il faut que l'État fasse », là je ne suis plus du tout optimiste. Mais si on arrive à prendre conscience finalement des capacités de chacun, et bon, on en parlera sûrement au cours des questions de cette émission, mais s'il y a un renversement de l'analyse et en ayant identifié les vrais problèmes, on pourra trouver des solutions. Et là, je crois que oui, ce sera possible avec un grand oui. Donc on reste optimiste. On reste optimiste avec un oui. Gisèle Duteuil, de plus en plus de voix s'élèvent à travers le monde pour réclamer plus de liberté économique. Mais on veut savoir c'est quoi réellement, concrètement, la liberté et quel serait son impact dans le progrès d'une nation. Ben, écoutez, c'est simple. Par exemple, un jeune comme vous ou comme d'autres jeunes qui nous regardent peuvent très bien se sentir un petit peu complexés quand dans d'autres pays plus développés, on voit les quantités d'entreprises qui sont créées, les quantités d'affaires qui sont créées, et se dire mais finalement est-ce qu'on est plus bête qu'ailleurs pour ne pas y arriver? Et en fait la réponse c'est absolument non. Les jeunes ne sont pas plus bêtes qu'ailleurs, au contraire ils sont plus entrepreneurs en Afrique qu'ailleurs, mais le véritable problème c'est le manque de liberté économique. Qu'est-ce que je veux dire? Si je prends des exemples concrets, un jeune crée une entreprise. Déjà, bon, l'histoire de créer rapidement, souvent on annonce et ça se fait moins rapidement qu'on le pense, mais après toutes les formalités qu'il va y avoir à assumer, parfois même il faut embaucher une personne rien que pour faire ces formalités. Vous voulez un papier, il faut venir faire le rang pendant 3 jours d'affilée pour avoir un papier tout simple, que vous pourriez avoir simplement en tapant un code sur Internet. Tout est lourdeur. Tout est lourdeur. La fiscalité a beau ne pas être très élevée par rapport à d'autres pays, mais il y a tout ce qui est contrôle fiscal inopiné.
toutes ces lourdeurs qui sont sur la tête de l'entrepreneur et qui font qu'avant même de commencer, ben, tout ce que ça va lui coûter, il faudrait vraiment que ce soit miraculeux pour qu'il puisse fonctionner. Donc on parle beaucoup du secteur informel. On dit, ah mais ceux-là, il faut qu'ils passent dans le secteur formel. Le secteur informel, qui n'est pas si informel que ça quand même, parce qu'ils ont quand même pas mal de taxes, mais ça c'est un autre sujet. Mais le secteur informel serait quand même mieux à même d'entrer dans le secteur formel s'il n'y avait pas toutes ces entraves. Ce qui fait peur, c'est qu'une fois qu'on est connu, une fois qu'on a créé une structure, on devient finalement une vache à lait. Hein, et c'est compliqué. Et donc c'est pour ça que c'est un petit peu difficile de créer une entreprise. Donc, c'est un exemple que je vous donne concrètement en termes de liberté économique, mais évidemment il y en a d'autres. Tout ce qui est régulation excessive, qui va entraver la vie même de nos cacaoculteurs par des prix, imposer des choses qui freinent des taxes à l'exportation, qui font que même si vous créez des produits, vous avez du mal à les exporter parce que le prix est augmenté à travers toute cette fiscalité. Et voilà, c'est quelques exemples que je vous cite. Surtout que, naturellement, le continent africain a cette liberté économique dans sa culture. Et autrefois, il y a toujours eu des échanges avec des monnaies, des perles et autres. Il y a toujours eu la culture des échanges et beaucoup plus de liberté économique, je veux dire par rapport au contexte, hein, c'est pas à comparer exactement. Mais voilà, en résumé, cette liberté économique, c'est cette capacité à entreprendre quand on a une idée et à pouvoir y arriver sans avoir cette lourdeur administrative, tous ces freins au quotidien qui risquent d'être responsables de votre échec. Merci infiniment pour cet éclairage. Vous êtes, on le sait, avec vos interventions un peu partout en Afrique, une grande défenseur du libéralisme. Mais seulement, l'imagerie populaire tend à confondre le libéralisme au capitalisme. Alors, vous avez parlé de confusion non fondée. Vous trouvez que c'est une confusion non fondée. Alors, c'est quoi donc le vrai libéralisme que vous défendez et que vous espérez pour l'Afrique? Alors en fait, quand on parle de libéralisme, on défend... tout le monde est contre le libéralisme, on ne sait pas trop pourquoi, mais pourtant tout le monde rêve de liberté. Le libéralisme, c'est tout simplement la liberté appliquée au quotidien et à l'économie. C'est ça en fait le libéralisme. Par rapport au capitalisme, pourquoi tout le monde critique le capitalisme? Parce que les gens, surtout en Afrique, ont une vision du capitalisme qui est dévoyée. Ils parlent plutôt d'un capitalisme de copinage, c'est-à-dire des ententes entre des groupes, entre des entreprises et des États, partout en Afrique, aussi ailleurs dans le monde, mais puisque le sujet est plutôt sur l'Afrique, je parle plutôt de l'Afrique. Et à travers ces ententes, ça crée finalement des monopoles, ça crée des monopoles, ça crée des marchés protégés qui font que ça enlève aux jeunes et aux personnes qui veulent créer une entreprise des possibilités de faire leurs affaires normalement. Donc, quand on parle de libéralisme, on imagine que si finalement c'est lié à la mondialisation, que c'est quelque chose qui va écraser les plus faibles, alors que la véritable liberté, justement, ne vient pas forcément du sommet, mais permet à chacun, avec son idée, de pouvoir développer ses affaires sereinement et en libre compétition avec d'autres. Il n'y a pas certains qui sont protégés, qui vont vous écraser. C'est finalement une capacité, c'est laisser la capacité à tout le monde de pouvoir faire ses affaires et de pouvoir compétir sur le marché avec son idée, s'il est innovant. Mais il n'y a pas forcément besoin d'être innovant pour créer de la richesse, mais parfois de trouver un secteur, un segment d'activité qui va être créateur de richesse et avoir la possibilité, à travers cette idée, de pouvoir créer de la richesse dans le secteur privé. Voilà. Alors, c'est quoi réellement les dangers du monopole et quel est votre regard sur le monopole sectoriel de certaines grandes entreprises et multinationales? Alors, ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'une entreprise privée ne peut avoir un monopole naturel
que si elle est sur un segment d'innovation absolue. Et puis, ce monopole ne va pas durer longtemps, puisqu'il va y avoir très facilement après des entreprises qui vont copier ou améliorer le produit qui est objet de ce monopole temporaire. Après, si une entreprise dans le domaine de l'énergie ou dans le domaine de l'eau ou autre a un monopole, ce n'est pas naturel. Une entreprise privée qui a un monopole sur un segment d'activité, ça veut dire simplement qu'il y a des ententes avec des États ou avec des groupes d'États comme l'Union européenne ou l'Union africaine ou un pays, la Côte d'Ivoire ou autre. C'est le seul moyen de maintenir un monopole. Donc forcément, là on revient sur ce que j'évoquais dans la précédente question, ça se passe à travers du copinage et très souvent à travers des enveloppes de corruption, des marchés truqués, et le monopole n'est pas naturel. Voilà. Donc, ça ne peut pas arriver que par le biais de la liberté économique, une entreprise puisse venir en situation de monopole. Je vous dis, sauf en période d'innovation courte, tout le reste, il s'agit d'ententes avec les États et donc de choses qui sont biaisées. Voilà. Et quels pourraient être les dangers justement d'un monopole sectoriel de ces multinationales dans un pays? Ben, vous voyez par exemple, il y a quelques années, moi je suis là depuis 17 ans, j'ai connu l'arrivée de la téléphonie mobile. On se souvient du prix d'une puce de téléphone et du prix d'une minute de téléphone. On faisait très attention avant d'appeler un correspondant. Bon, avec l'arrivée de différentes entreprises, on voit que tout de suite, les prix ont baissé, des offres ont été offertes aux jeunes, enfin à tout le monde d'ailleurs. Et donc, vous voyez, c'est l'exemple type d'un marché qui était protégé et qui, grâce à la libéralisation, a pu permettre à chacun de consommer à un moindre prix. Et c'est vrai que vous évoquez l'innovation. Bon, vous voyez par exemple dans le domaine des énergies ou un autre, s'il y a un monopole, est-ce que ça va donner envie à quelqu'un de créer un produit nouveau? Non, parce que même s'il le crée, il sait qu'il va rester à la maison avec son idée. Puisque de toute façon, il y a une grosse entreprise qui est là et qui a son marché assuré pour 10, 20, 25 ans. Donc, est-ce que ça va donner envie de créer? Non. Donc, c'est en ce sens-là que ça freine l'innovation, ça augmente les prix et puis ça diminue aussi la qualité des produits. Parce que s'il y a une grosse entreprise qui fournit un produit et qu'il n'y a personne en face pour la stimuler, est-ce qu'elle va avoir envie d'améliorer son produit? Non. Non. Vous voyez? Donc, c'est le consommateur qui paie. En plus. Donc pour tout le monde, ça coûte cher. Voilà. Alors, donc, est-ce qu'on doit considérer que le monopole sur toute la ligne est négatif? Moi, je vais vous dire oui. Oui, c'est quelque chose de négatif et de pas naturel. C'est quelque chose qui entrave les affaires. Et si on veut parler de développement, il faut parler de ces choses-là. Il ne faut pas parler que d'aide ou d'enveloppe, de soutien, de financement. Non, non. Parce que toutes ces voies-là, peut-être qu'à un moment, ça peut aider ponctuellement. Mais ce n'est pas du vrai développement, c'est du pansement. Le véritable développement se fera grâce à la liberté d'entreprendre. Et les monopoles freinent toutes ces possibilités. Donc moi, je vous dis sincèrement, je ne vois pas d'avantage à un monopole, du tout. Bonjour madame, avez-vous des pistes de réflexion pour amoindrir les conséquences de la corruption en Afrique? Alors c'est une bonne question parce que la corruption c'est un véritable sujet qui est incontournable, aussi bien sur le continent africain que dans le monde en général. Et on revient à cette idée de liberté économique. C'est vrai que s'il y a moins d'entraves administratives, ce sera quand même plus facile pour n'importe qui de pouvoir demander un papier sans qu'il soit bloqué sous un caillou, comme on dit, ou quoi, pour arriver à débloquer une situation. C'est vrai qu'au quotidien, quand on veut faire des affaires, on est soumis à cette corruption. Et je crois qu'au lieu de se battre, et on parle beaucoup de la jeunesse, au lieu d'entrer dans un combat pour le changement à travers l'histoire, à travers peut-être la monnaie, à travers l'aide que pourraient avoir les jeunes entrepreneurs et toutes ces choses-là que l'on attend finalement d'un pays. Il faudrait tout simplement demander plus de liberté économique,
plus de facilité de faire des affaires parce que la capacité de faire des affaires va libérer les individus. Et des individus libres seront moins soumis finalement à la corruption et seront plus exigeants lorsqu'ils vont désigner leur président de la République. Ils vont plus forcément élire celui qui vient de leur région, d'origine ou autre. Ils vont plutôt choisir celui qui va respecter leur liberté économique, celui qui va leur permettre de faire des affaires sans être soumis à de la corruption régulièrement, quotidiennement, pour pouvoir débloquer des situations. Donc je crois que c'est vraiment cette idée-là de pouvoir se battre pour plus de liberté et petit à petit, la corruption va diminuer. Bon, sans espérer qu'elle soit éteinte complètement. Et il faut aussi avoir le regard critique et être redevable, demander à son gouvernement de la redevabilité, c'est-à-dire des comptes. C'est très difficile d'avoir des informations, même sur le taux de couverture d'électricité des villages dans un pays, le taux de couverture en eau, tout semble secret. Il faut que la jeunesse insiste et les jeunes qui font des études dans le cadre de leurs recherches et autres, insistent pour avoir des informations. L'information permet plus de transparence, plus de compréhension et donc va petit à petit desserrer ces nœuds de corruption. Ça sera peut-être long, mais voilà, il faut commencer aussi par ces choses du quotidien et savoir qu'est-ce qu'on doit demander pour aider finalement à réduire ce cancer qu'est la corruption. Bonjour madame, une Afrique sans pauvreté, y croyez-vous? Alors oui, moi je crois à une Afrique sans pauvreté, mais à la condition que la jeunesse puisse se poser les bonnes questions et analyser finalement la pauvreté d'une manière très sincère. Voilà, c'est-à-dire de comprendre finalement que les populations africaines, à un moment, ont obtenu l'indépendance et ont été libérées du joug des pays colonisateurs, mais ne se sont pas totalement libérées de leurs propres États. Et la pauvreté ne pourra réduire qu'en obtenant finalement plus de liberté par rapport aux États. Sans quoi les populations africaines resteront toujours comme dans des enclos où finalement rien n'avance et puis on voit les taux de croissance qui sont faramineux et le taux de pauvreté qui parfois augmente à la même vitesse, voire plus que les taux de croissance. Pourquoi ça? Tout simplement parce que la création de richesse est entre les mains d'un groupe de privilégiés qui ont des avantages avec les États, avec les gouvernements, et en attendant, toute la population reste dans la pauvreté et dans des situations délétères. Donc, il faut vraiment se positionner en termes de demande de liberté, de manière à ce que chacun puisse créer sa propre richesse, du planteur jusqu'à l'entrepreneur, et que chacun puisse créer ses affaires. Je crois réellement que si les populations sont libérées de toutes ces entraves, la pauvreté va reculer concrètement dans les villages les plus reculés des pays. Et ça, c'est possible, j'y crois. Merci infiniment. Gisèle Duteuil, on parle aussi d'industrialisation des pays africains, mais malheureusement, on ne constate aucune action concrète pour doter nos pays d'infrastructures industrielles de pointe. Selon vous, qu'est-ce qui coince? Quel est le problème? On revient toujours à la racine du problème. Comment voulez-vous créer une entreprise dans un pays où vous avez tellement de lourdeurs administratives? Et ça ne concerne pas que la Côte d'Ivoire. Je ne parle pas d'un pays en particulier, mais quand vous voyez les index de la liberté économique au niveau mondial, il y a le Fraser Institute, l'Heritage Foundation, il y a différents index, mais vous voyez que l'Afrique est à la traîne. Comment voulez-vous entrer dans une compétition où vous allez avoir des concurrents à l'extérieur qui sont dans des pays plus libres, et vous tentez votre chance dans un pays où vous allez avoir de telles lourdeurs?
et aucune incitation. Il pourrait y avoir de la fiscalité incitative. Ça fait partie des solutions. Vous voyez, même de la fiscalité négative, de l'incitation à la création. Si on veut industrialiser l'Afrique, il faut vraiment tout mettre à plat et dire, voilà, maintenant, comment on fait pour inciter le secteur privé à dépenser de l'argent, à prendre des risques pour faire des affaires. Parce que c'est quand même difficile, l'industrialisation nécessite beaucoup d'investissements, des machines, suivant l'activité, ça peut même être très lourd. Mais quand vous avez un environnement hyper opaque où l'information est pratiquement du secret défense, l'information économique, comment voulez-vous avoir un véritable business plan et une analyse de votre investissement si vous n'avez pas toutes ces informations, vous voyez? Donc à un moment, il faudrait que, au lieu de demander de l'aide aux États, il faudrait juste qu'ils facilitent l'industrialisation. Et je crois que ça va changer les choses, forcément. Est-ce qu'il y a un pays en Afrique modèle de cette méthode-là que vous prônez? Dire qu'il y a un pays modèle, c'est un petit peu difficile. C'est vrai qu'il y a des pays qui sont quand même plus en avance au niveau de la liberté économique, mais dont l'économie ne repose pas forcément sur l'industrie. Hein, vous voyez par exemple l'île Maurice, le Rwanda qui fait quand même beaucoup d'efforts en termes de liberté économique, qui essaie de promouvoir, mais bon, il y a encore du chemin à faire. Mais globalement, oui, je pourrais peut-être citer le Rwanda qui a fait des efforts énormes, l'île Maurice, un peu la Namibie, l'Afrique du Sud qui avait fait un grand saut mais qui maintenant régresse. Bon, voilà, c'est fluctuant. Alors, Madame Gisèle Duteuil, nous sommes au terme de notre entretien et il vous reste une dernière question à répondre. Et pour répondre à cette question, vous allez regarder cette caméra, vous adresser directement à nos téléspectateurs. Alors, la question c'est la suivante. Si vous aviez un message à adresser à tous ces jeunes Africains qui se battent au quotidien pour changer les choses sur le continent, quelle en serait la teneur? Ce que j'ai envie de dire aux jeunes, c'est que je crois très sincèrement qu'ils sont l'avenir de ce continent. Mais que ce n'est pas parce qu'on le dit que ça va se faire. Et ce que j'aurais envie de leur dire, c'est que ça va se faire, mais ce ne sera pas forcément facile. C'est pas forcément facile. Parce que vous avez devant vous au quotidien l'image de la facilité, de ceux qui ont des postes facilement, parce qu'ils ont un nom, parce qu'ils sont amis. Mais ça ne va pas se faire comme ça. Ça peut pas continuer comme ça. Et si tout le monde veut y arriver, il va falloir travailler. Il va falloir s'impliquer au-delà des cours. Et je crois que les réseaux sociaux, c'est sympa, on est entre amis et tout ça, mais l'Internet peut aussi vous aider à améliorer vos compétences. Et vous pouvez trouver des choses extraordinaires sur l'Internet, des lectures gratuites. Il n'y a plus de question de cours, vous avez ça gratuitement à votre disposition. Vous pouvez échanger avec d'autres dans le monde entier pour essayer de forger vos idées. Et surtout, après, ce que je voudrais vous conseiller à tous, c'est de vous poser les bonnes questions. Et de plus toujours dire c'est l'État qui va faire, c'est l'État, c'est l'État. Si vous voulez progresser, posez-vous les bonnes questions. Cherchez des solutions en ayant en tête, en essayant de trouver des solutions en dehors de l'État. L'État peut faire un peu, c'est bien, mais qu'est-ce que vous pouvez faire vous-même? Qu'est-ce que vous pouvez faire au quotidien? Qu'est-ce que vous devez défendre au quotidien? C'est ça que je pense qu'il est important. Arrêtez de tomber dans des analyses trop faciles à attendre qu'il y ait des conditions dans l'environnement qui favorisent votre réussite. Moi, je crois que c'est vous qui allez amener la réussite. Et pour que vous l'ameniez, il faut vraiment améliorer vos compétences et au-delà même de tout ce que vous allez apprendre à l'université, en cours, à travers des lectures, ce que je vous conseillerais, c'est d'améliorer votre savoir-être. Moi, je le vois au quotidien dans les activités de notre institut. Il y a des diplômés, il y a des docteurs, des doctorants qui défilent, qui ont une incapacité à s'inclure dans une équipe, à arriver à l'heure, à être correct, à savoir se comporter dans une équipe, à faire un suivi de dossier. Ça, ces choses-là, on ne les apprend pas à l'école, mais vous pouvez les apprendre entre vous. Vous réunir, donner des bonnes pratiques, des bonnes recettes, parler avec des entrepreneurs pour savoir ce qu'ils attendent de vous, faire des stages, engagez-vous dans des associations,
pour pouvoir déjà être dans une véritable situation d'emploi et améliorer aussi ce savoir-être. Et je crois qu'en améliorant vos compétences, en améliorant votre savoir-être, en ayant une véritable vision des problèmes et en cherchant aussi des solutions par la base et pas forcément que par l'État au sommet, je crois que déjà, là, oui, vous serez vraiment un avenir radieux pour le continent. Mais ce ne sera pas simple, mais ce sera vraiment dans la dignité et puis dans le plaisir aussi de se dépasser et de se voir progresser et de pouvoir avoir un impact favorable sur votre environnement. Voilà, c'est ce que je voudrais vous dire aujourd'hui. Merci infiniment, Gisèle Duteuil, pour ce message lourd de sens. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous avons pris énormément de plaisir à vous présenter cet épisode de Tribune Libre. À la semaine prochaine, même heure, même plateforme. Portez-vous bien, demain sera meilleur.